Salut les amis, et désolé pour cette petite absence, mais après l'épisode sur Bathory, disons que j'ai eu des petits ennuis. Eh putain, les Bathory sortent là, Non, ta gueule, c'est une blague, vous avez rien vu. Tu vas apprendre à fermer ta gueule. Une profanation a eu lieu au cimetière de Sandsborg en Suède. Bah oui, mais je t'ai déjà dit 1000 fois de pas intervenir pendant les émissions, bordel, tu fais chier. Qu'est-ce que ce bordel-là? Non, non, laissez-moi. Non, c'est à moi. Non, salaud, collabo, bande d'enfants, et ça se passera pas comme ça. Heureusement que j'ai un bon avocat. Cette fois, on part en Amérique latine, alors on prépare sa valise, on file prendre l'avion direction le Brésil pour se taper des culs et sniffer de la coke, ouais. Calmos papy, je te rappelle que t'es en sursis, alors tu t'assois et tu nous racontes une histoire. Ah oui, c'est vrai, merde. Aujourd'hui, on reste donc dans les années 80. Et pourquoi un épisode sur l'Amérique latine, me direz-vous? Bah parce qu'ils avaient un putain de look. Bon, j'arrête mes conneries. Pourquoi un épisode sur l'Amérique latine, donc? Et d'autant plus focalisé sur le Brésil? Eh bien, tout simplement parce que les groupes qui proliféraient dans le coin à l'époque ont eu une influence sur le black metal. Une partie de l'identité même du black tel qu'on le connaît aujourd'hui a été forgée là-bas, à coups de sueur, de crayons noirs et de tirs au but. Ça, c'est vrai. Ces groupes qui à l'époque jouaient un métal ultra violent et primitif, entre le thrash des premiers Slayer, Destruction et le death metal du début des années 80, avaient tous pour point commun d'être animés par une férocité très intense pour l'époque, et un goût pour la provocation religieuse bien prononcé, et pour cause, la plupart venaient de villes très catholiques. Un âge d'or, où les groupes avaient en effet la particularité de tout pousser à l'extrême, aussi bien le look que la musique, et ce malgré le manque de moyens. Et évidemment, ça n'a pas échappé à l'œil d'un certain Euronymous, qui à l'autre bout du monde a même revendiqué l'influence de Sarcophago, groupe né en 85 à Belo Horizonte, sur ce qu'est devenu Mayhem, et notamment au niveau de l'imagerie. Mayhem né pourtant un an avant Sarcophago, si vous avez suivi. Ouais, parce que ça a commencé par un peu de cuir et 2-3 clous. Les Norvégiens, eux, ont repris ça à une sauce néo-médiévale. Mais peut-être que sans le Brésil, on n'aurait jamais pu jouer à qui a la plus grosse. C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est... Eh, mais qu'est-ce que ça fout là, ce machin? Enlève ça, bordel. Oui, bon, bah ta gueule, hein. À l'époque, c'était très sexy de porter ça. Bon, de toute façon, on sait tous que c'est eux qui ont la plus grosse. Ouais, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. Bon, puisqu'on en parlait, commençons par Sarcophago. Leur attitude, leur look et leur son font clairement partie des bases de la construction du black metal. Sans parler des lyrics ultra impies, comme dans Inri, premier album culte qui commence par Satanic Lust, où une vierge morte se fait sodomiser. Ou encore, comme dans le deuxième titre, Desecration of Virgin, où une vierge encore se fait violer par un démon. Et non, elle est pas morte celle-là. D'ailleurs, ils sont pas du tout logiques, les mecs. Comment la Vierge peut être vivante dans le deuxième morceau, alors qu'ils l'ont tuée dans le premier? Ça respecte pas du tout la logique du temps. Bande d'hérétiques. Croix renversée, cuir, maquillage, ambiance sombre, sale, rapidité d'exécution et même une petite pointe de punk. Cette bande de gamins un peu énervés avait absolument tous les critères pour être classés dans ce qu'on considère comme la première vague black metal, aux côtés de Venom et des premiers Sodom par exemple. Mais si on veut être précis, on calerait surtout ces groupes dont je vous parle aujourd'hui entre la première vague black metal influente et la seconde, celle des Norvégiens en gros. Putain, mais c'est dégaine quand même. Et moi aussi, j'aimais bien ce genre de look quand j'étais jeune, mais bizarrement, j'ai toujours eu du mal à trouver un job. Alors comme ça, vous êtes venu pour le poste commercial? Bah ouais, j'ai mis mon petit polo. Et comment dire Enfin, on rigole, mais ça n'a pas empêché le créateur frontman de Sarcophago, Wagner Antichrist, de devenir professeur des sciences économiques à l'université. Bon, évidemment, il ne se fait pas appeler Monsieur Antichrist par les étudiants, hein. Son vrai nom est Wagner Moura Lamounier. Puis, malgré son job et le fait qu'il ait refusé de participer aux réunions live du combo, il n'a pas totalement délaissé le passé, comme le montre sa prestation bien énervée à un concert de Mystifier le 9 août 2013, au Brésil, lors de la reprise du morceau Nightmare de Sarcophago. Eh mec, c'est pas le prof d'éco là sur scène? Aujourd'hui, il est toujours dans le groupe de punk hardcore Commando Chaos, mais ne fait plus de concerts. À noter également qu'il a été le premier chanteur de Sepultura et qu'il est le responsable des paroles du morceau Antichrist. Et oui, comme son pseudonyme.
Car oui, Sepultura faisait aussi partie de ce grand mouvement sud-américain et envoyait sévère dès fin 85 sur son split avec Overdose. Ok, c'était ultra amateur et ça jouait approximatif, mais la volonté d'en découdre et la bestialité étaient bien présentes. Et n'oublions pas que Max et Igor Cavalera n'avaient même pas 17 ans à l'époque. Bah oui, avant d'officier dans du métal groovy et tribal, Sepultura balançait à la gueule de qui voulait l'entendre un trash ultra virulent, violent, evil. Mais les choses changent et petit à petit, le groupe a évolué vers un trash de meilleure qualité, puis signera alors chez les gros poissons de Roadrunner. N'empêche que le début de l'œuvre Sepultura reste un des meilleurs exemples de musique sauvage, spontanée et anti-religieuse, des critères qui, associés à tout un univers visuel, forment, encore une fois, l'une des fondamentales du black metal. C'est qu'on a tendance à mettre les Européens sur un piédestal en ce qui concerne la création d'ambiances malsaines et sataniques, mais c'est délaisser toutes ces scènes brésiliennes qui ont vraiment apporté leur pierre à l'édifice. Et c'est pas avec un groupe comme Vulcano qu'on dira le contraire. Certains considèrent même ce groupe comme étant le premier groupe de métal extrême d'Amérique latine. Créé en 80, ils sortent un premier EP en 83, mais ne jouent encore qu'un hard vaguement progressif qui fait carrément contraste avec leur production suivante. C'est après un gros changement de line-up que le groupe débarque avec sa démo Devil on My Roof. Et dès le premier morceau, Witch Sabbath, la couleur est annoncée. Du Venom en plus crade, plus violent et bien efficace. Le groupe est encore actif aujourd'hui et malgré que, ouais, ils ont pris de l'âge les petits pères, bah ils assurent encore. Reste à savoir pourquoi une musique aussi primitive et violente s'est développée au Brésil à ce moment-là. Comme si tous ces groupes avaient besoin d'exploser en même temps. Ce n'est que supposition, mais peut-être que le fait que tous ces musiciens aient grandi jusqu'alors sous le pouvoir militaire les a chatouillés un peu. En effet, l'armée prend le pouvoir en 1964 et la junte militaire brésilienne impose alors un régime d'extrême droite prétextant la menace communiste. D'ailleurs, les militaires se posaient comme conservateurs d'une identité chrétienne brésilienne, en assimilant donc le communisme à l'athéisme. À Satan, quoi. Eh, espèce de connard, hein. Il y a 500 ans, tu dansais encore à poil autour du feu en priant je ne sais quel dieu dans l'espoir de faire venir la pluie. Alors ton identité chrétienne, tu te la fous au cul. Ceux-ci ayant sûrement aidé nos jeunes artistes à porter leur croix à l'envers. D'ailleurs, les escadrons de la mort brésiliens, bah c'est eux, hein. Oui, ceux-là même qui butaient la gueule aux opposants au régime et au SDF, pour pas faire tâche. Oui, ceux-là même que Darkthrone remercie dans Under a Funeral Moon. Alors était-ce un message codé pour faire référence à la scène brésilienne, justement? Ou était-ce de la pure provoque? Même si j'ai ma petite idée, difficile à dire quand il s'agit de propos tenus par des gamins se la jouant too extreme. Et pour les gars de Grave Desecrator, ce machin ne serait peut-être qu'une légende urbaine. Mais bref, je m'égare. Quant à la dictature, elle a bel et bien existé, hein. Elle prendra fin en 1985, mais certains souhaiteraient bien la rétablir. L'armée nous a aidés, nous a fait sortir de la misère de l'époque. La Russie et Cuba voulaient envahir le Brésil et nous les en avons empêchés. Ah, monde de merde. Bon, on va pas passer en revue tous les groupes de cette époque, hein. Je vais vous laisser bosser un peu. Petit conseil, penchez-vous sur les sorties du label Cogumelo Records si vous voulez vous plonger dans ce genre de métal. Bon bah, à plus. La perche. J'ai tapé la perche. J'ai tapé la perche. J'ai tapé la perche. Excellent. J'ai même pas fait exprès, Et encore plus fort. J'ai tapé la perche. Allez, t'as tapé la perche. Je crois que l'épisode va vraiment se finir comme ça du coup. Mec, ça serait juste parfait en vrai.